Je m'appelle Olivier Lacroix, je suis psychologue et consultant transculturel en protection de la jeunesse. Je m'appelle Angela Stoica, je suis enseignante en classe d'accueil à la commission scolaire Pointe-de-l'Île. Je m'appelle Nadine Lavoie, je suis conseillère en emploi et en intégration pour un organisme d'aide à la recherche d'emploi en région. Bonjour, je m'appelle Sarah Dufour, je suis professeure titulaire à l'École de psychoéducation, Université de Montréal. Le Québec, vous le savez, a un visage de plus en plus diversifié. Le Québec accueille entre 30 000 et 50 000 nouveaux arrivants chaque année. C'est sûr que cette nouvelle réalité démographique a une incidence dans la pratique et l'intervention psychosociale. Ça peut amener la question de la culture plein de nouveaux leviers d'intervention, plein de pistes d'action. Ça amène une belle couleur à l'intervention, mais ça peut aussi susciter des défis, des questionnements, des déséquilibres, voire même des entraves dans l'intervention. Aujourd'hui, on va échanger entre nous sur l'expérience de personnes en situation de diversité culturelle, comment ces intervenants ont fait face à la situation. Puis on va isoler de ces témoignages les 3 principes de l'auteur Koen Emmerich qui nous donnent des pistes d'action pour dénouer des nœuds d'intervention auprès de familles ou d'enfants issus de la diversité culturelle. La situation se passe il y a quelques années. On m'a confié le suivi d'un jeune adolescent qui présente des comportements agressifs, mais aussi de l'anxiété. Puis, en même temps, dans le contexte, il y a des parents qui veulent qu'il fasse du soutien scolaire le soir, qu'il fasse des cours dans sa langue d'origine à la fin de semaine. Je me mettais à sa place, puis j'étais un peu comme fâché de comme... On peut-tu lui laisser l'espace pour jouer? On peut-tu? Puis j'avais l'impression qu'il appréciait justement ce que je pouvais lui offrir, mais au bout d'un petit moment, il était comme un peu absent, moins là. Il me disait, ben je pense que ça sert à rien, qu'est-ce qu'on fait? Pour finalement réaliser que ses parents lui disaient « Mais c'est quoi cette thérapie-là? Puis qu'est-ce que tu apprends là? Puis ça devrait être éducatif. » Fait que ça venait me confronter, là. C'était pas évident. J'observe dès les premiers jours de classe qu'il est un peu perdu. Cet enfant était déjà en classe d'accueil l'année d'avant. Alors, il perd ses affaires. Ma première réaction, c'était de prendre contact avec les parents. J'écris des messages dans l'agenda. J'essaie d'appeler. Je n'ai jamais de réponse. Alors, je commence à perdre patience et à penser que cet enfant est laissé à lui-même, il est complètement abandonné et que je dois à tout prix le sauver, peut-être un peu contre ses parents. La dame m'explique qu'elle est en train de perdre son fils. À l'école, ils ont décidé que son choix professionnel, son choix scolaire, il ne pourrait pas aller en secondaire 1, mais qu'il devrait retourner en francisation. Et la dame, je lui demande comment son fils se réagit. Elle dit « J'ai peur de le perdre. Il veut plus aller à l'école, il déteste ça, il donne des coups de pied. » Je lui demande si elle a rencontré l'équipe école, s'il y avait des intervenants pour quand ils ont pris cette décision-là. Ça a dû être un comité scolaire, normalement, qui s'en occupe. Elle me dit que oui. Ce qui m'a choquée, c'est de sentir ce petit côté démuni, là, parce que même moi, comme parent québécois, la première fois que je suis allée dans une équipe pour un plan d'intervention, j'étais démunie. À l'aide de notre intervenant scolaire qui parlait la même langue d'origine que les parents, on a organisé un appel à la maison et on convainc les parents de venir à l'école. La mère vient accompagnée par une cousine. Mais au cours de la rencontre, je commence à exposer les faits. J'observe que le parent et son accompagnateur se braquent. Donc, je comprends assez vite qu'on ne peut plus continuer sur cette veine-là, qu'il va falloir que je change d'approche. Je pose des questions sur la situation migratoire, sur la scolarité antérieure de l'enfant. La famille entière est prise par la situation migratoire qu'ils vivent, les parents, les pères qui est loin de la famille, qu'on attend. À partir de tout cet échange, je comprends que j'étais complètement dans les champs. Je me retrouvais devant un parent intéressé par la réussite de son enfant, qui faisait de son mieux, qui travaillait à la maison. Moi, je pensais qu'il n'y a aucun travail scolaire qui se fait. Et à partir de cela, on a décidé de s'écrire des textos.
Je lui écris presque tous les jours des textos ou la fin de semaine ou même les soirs. J'ai accepté de procéder un peu autrement. Par la suite, j'ai essayé de comprendre un peu plus le point de vue des parents. Puis c'est aussi que dans mon rôle, moi, j'intervenais surtout auprès du jeune. Puis c'est là que j'ai découvert que il faut aussi prendre en considération l'ensemble de la famille. Puis j'étais dans une équipe que c'était pas à moi seulement cette responsabilité-là, mais on a pu comme le voir de façon un peu plus globale, là. C'est à ce moment-là qu'elle me demande de l'accompagner pour la rencontre de parents. Je rencontre l'intervenant école qui s'occupe des familles et des immigrants et des jeunes avec qui vont en classe de francisation. J'ai dit, il y a quelque chose de très grave. Il dit, ouais. Il dit, on est au courant. Mais il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, il faut absolument qu'il s'en aille. C'est mieux pour lui qu'il retourne en francisation puis qu'il perfectionne son français écrit parce que le professeur de français a remarqué que d'un fois, les accords de verbes suivent pas vraiment. Puis j'ai dit, là, le petit garçon, il a fait 5e année, 6e année. Il a réussi en 6e année à quitter la classe de francisation ou le programme de francisation pour intégrer le régulier à temps plein. Ça lui a permis de se faire des amis québécois. Je ne sais pas si tu te rends compte, là, mais il était fier d'être sorti de la francisation, puis de pouvoir jouer au hockey, puis jouer dans la ruelle avec ses voisins puis ses voisines. Pour lui, il le prend vraiment personnel comme étant un échec, puis il a honte d'être retourné en classe de devoir retourner, de pouvoir dire à ses amis qu'il ne sera pas avec eux dans le programme au secondaire 1. Parce que c'est aussi le passage du secondaire, c'est important pour un adolescent. Le danger que je peux voir de ne pas utiliser cette approche qui prend en compte la culture, c'est possiblement que les parents, s'ils n'avaient pas senti que leurs valeurs, leurs normes étaient considérées, ils auraient pu se rigidifier, ils auraient pu comme ne plus vouloir rien entendre. Dans la suite des choses, là, moi, je me suis habitué à, oui, rencontrer les jeunes parce que c'est un suivi individuel, mais une fois de temps en temps, de faire des rencontres de bilan avec les parents pour comme que ça puisse, il puisse y avoir un lien, même si c'est un espace privilégié pour le jeune, mais que quand même, il puisse y avoir une certaine connexion, puis que ça ne devienne pas comme deux chemins parallèles, parfois même contradictoires, là, mais qu'il puisse y avoir quelque chose qui peut se rejoindre. Que ce soit du côté de l'intervenant ou que ce soit du côté du parent ou de la famille, de part et d'autre, comme personne, on peut être touché, heurté, confronté par d'autres valeurs. Il n'y a pas eu de changement miraculeux. Mais par contre, on a installé les bases d'une collaboration qui nous a servi à tous, à l'enfant, à moi et à la mère, pour le reste de l'année scolaire. Elle a pu ouvrir la porte à d'autres intervenants qui sont venus par la suite, mais je pense que j'ai semé une graine. Et si j'avais resté dans mon coin, à jeter les blâmes sur les parents, à penser qu'ils sont incompétents. Parce que moi, je me sentais incompétent dans ces cas-là. Je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de souffrance et aussi les sentiments d'échec de ma part. Tandis qu'en faisant ainsi, j'ai pu participer à ces changements durables, je crois. L'histoire se termine bien parce que, effectivement, le garçon a développé son langage, sa compétence du français langagière et il a pu... parce qu'il faut comprendre aussi que le français, c'est deux langues lorsqu'on est immigrant et qu'on est allophone. Tu as la langue apprise à l'école, qui est bien parlée, puis tu as aussi le là québécois. Ça fait que le petit garçon avait besoin de faire cette transition-là au niveau académique. Et ça s'est fait avec le temps. Souvent, moi, mes chocs culturels, c'est le Québec qui me le donne. Il ne faut pas oublier jamais que, comme intervenant, on représente, juste par le poste qu'on occupe, on représente souvent une autorité qui n'est pas contestable pour plusieurs personnes dans plusieurs pays. Et puis, je pense que c'est ça qui a nui à l'intervention qui se voulait bienveillante envers l'enfant et les parents. Voilà.
Cohen-Emerick, dans sa proposition pour l'intervention en contexte interculturel, identifie 3 temps à l'intervention ou à la rencontre avec la famille ou l'enfant issu de la diversité culturelle. La première étape, c'est la connaissance de soi. C'est de prendre conscience de ce qui me dérange moi comme intervenante. Qu'est-ce qui me met en déséquilibre? Qu'est-ce qui provoque le choc interculturel? Ça me permet de mettre en lumière mes propres valeurs, croyances, préjugés qui ont un impact sur ma lecture de la situation. C'est bien sûr la première étape pour faire un pas vers l'autre, c'est de se connaître soi-même. La deuxième étape de l'intervention, selon Cohen-Emerick, réside dans la découverte de l'autre. C'est donc avoir des questions d'intérêt, une réelle curiosité, un intérêt sain. On s'intéresse à la personne avant sa culture, découvrir ses valeurs, ses normes, la manière dont elle voit le monde. Ça va permettre de vraiment mettre en lumière la situation du point de vue du parent ou de l'enfant avec qui j'interviens et donc de pouvoir identifier l'écart entre moi, ma manière dont je comprends la situation comme intervenante, puis qu'est-ce qui m'a mis en déséquilibre, et comment cette personne avec qui je travaille, la famille ou l'enfant, eux comprennent et vivent la situation à la lumière de leurs valeurs, de ce qui compte pour eux, de leur vision de la situation. La troisième et dernière étape de l'approche interculturelle de Cohen-Emerick, c'est la recherche d'un terrain d'entente pour trouver ce qui vous réunit dans une visée collaborative. Par exemple, si vous êtes ensemble pour que l'enfant aille mieux, eh bien, c'est ce qui vous réunit. Donc, c'est de dépasser votre position d'intervenant qui est en déséquilibre, la position de la famille ou de l'enfant, pour trouver ensemble, main dans la main, de manière collaborative, de nouvelles avenues, de nouvelles manières pour poursuivre le travail collaboratif, le but qui est visé dans ce qui vous réunit dans l'intervention, par exemple, le bien-être de l'enfant. OK. Ah, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, il me semble. Et la météo la semaine prochaine, Chicoutimi, beaucoup. Pas du tout stressé. Ça serait parfait. J'ai un chiffre à me rappeler, fait que c'est rien en fait. C'est bon, hein? C'est bon? Cool, ça va? OK.